Je demandais qu'on prenne une minute d'inspiration. On inspire profondément, on bloque et on expire tout doucement pour préparer les conditions pour que la pensée puisse être fluide et que la bonne énergie passe. C'est toujours important. OK. On y va. Alors, inspirons profondément. On inspire, on prend l'énergie positive, la joie, l'amour, la tolérance, les belles énergies. On bloque et on expire tout doucement, en toute convivialité, en toute douceur. C'est magnifique. C'est vraiment Voilà. superbe. Merci beaucoup. Wow. Merci. Attendez, je vais peut-être redémarrer parce que j'ai vos vidéos qui se sont figées. Ah, OK. OK. Pourtant, je vous entends, hein, mais bon, après, c'est pas bien grave. Tant qu'on s'entend déjà, c'est bien. Voilà, ça va. Là, je vois. Jocelyne, c'est bon. Oh, c'est bon. OK, là, c'est bon. OK. Jocelyne, toi, tu nous vois nous toutes comme c'est je vois. OK, cool. OK. OK, c'est bon. Donc, bienvenue. Merci à toutes. Merci pour cette introduction qui nous met dans de bonnes conditions. Ça fait plaisir. Donc, on est le 6 juin aujourd'hui. On va parler de santé mentale et d'équilibre entre vie privée, vie familiale, voilà, vie personnelle, etc. On aura le temps de développer un petit peu. Donc, je vais commencer par présenter un peu toutes les personnes autour de ce podcast. Donc, je vais commencer par moi-même. Donc, Marie-André Faye. Donc, moi, je suis d'Abidjan, donc de la Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir d'être là aujourd'hui pour pouvoir échanger autour de ce sujet qui me passionne, qui m'interpelle beaucoup et qui, je pense, est dans l'air du temps et nécessaire à tout le monde. Donc, je suis assistante maternelle en train de travailler sur mon projet d'ouverture de crèche ici à Abidjan. Et voilà, j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui pour animer ce podcast. Merci à la mission pour la confiance et pour ces sujets très intéressants et très vastes autour desquels on débat. Donc, je vais présenter aussi Dr Jocelyne Manvou, re-enchantée, qui est pharmacienne clinique, certifiée d'un conseil d'administration et qui a obtenu son diplôme à l'université du Texas au collège de pharmacie d'Austin. Voilà, donc vous avez suivi une formation en soins médicaux ambulatoires et actuellement vous travaillez comme pharmacienne à la clinique de Signa. Voilà, donc enchantée. Et vous êtes la co-directrice de l'équipe exécutive donc, de la mission. Vous avez pour rôle donc, de fournir un leadership stratégique et des plus opérationnels possibles. Donc, merci d'être là aujourd'hui encore parmi nous. Merci. On a le docteur Lucie Charlène, qui est pharmacienne également, donc qui a obtenu son diplôme au Texas, si je ne dis pas de bêtises. Non, pardon, Massachusetts, l'université du Massachusetts. Voilà. Voilà, qui est originaire du Cameroun et qui est le co-founder de The Mission, donc qui nous réunit aujourd'hui et qui supervise toutes les activités, tous les débats, tous les podcasts qu'on produit entre guillemets pour The Mission. Donc The Mission qui a pour but justement de fournir une aide médicale gratuite auprès du peuple camerounais, mais aussi de travailler à l'éducation et au développement du Cameroun. Voilà, mais qui réunit plusieurs personnes issues de divers pays, comme on peut voir, de diverses origines. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Thérèse Ndébi-Jarrett. Enchantée, docteur, bienvenue. Ah, donc, c'est docteur Claudine. Pardon, docteur Claudine, pardon. Oui, docteur Claudine Mukosi. Je prononce bien, c'est bon? Voilà. Donc, les psychologues cliniciennes d'orientation cognitivo-comportementale, humaniste et intégrative. C'est la première fois que j'entends ce terme, c'est riche, ça me parle beaucoup. Qui a obtenu donc son baccalauréat en 2005 et ensuite qui a fait une formation en thérapie somatique, donc tout ce qui est en lien avec le massage, la biomécanique de l'appareil locomoteur, la relaxation, la méditation. Ensuite, en 2013, qui a obtenu une licence en psychopathologie et clinique avec une complémentaire en anthropologie des systèmes, des croyances et connaissances des arcanes traditionnelles et africaines.
Wow. Puis un Master 2 en psychopathologie et clinique à l'Université de Ngoa Ekele. Et présentement, prépare donc un doctorat en psychopathologie et clinique. Donc aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler justement de santé mentale. Vous êtes devenue la première experte judiciaire en psychologie à la Cour d'appel du centre de Yaoundé. Et aujourd'hui, vous travaillez dans des hôpitaux et des cliniques afin d'apporter une approche pluridisciplinaire de l'anxiété, en particulier des pathologies psychiques de manière générale. Donc, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour traiter de ce sujet. Je pense qu'on est bien accompagnés. En plus, vous participez à des émissions d'art et bien-être, donc ça, c'est super. Et encore bienvenue à vous. Merci de nous avoir rejoints. Voilà. Je vous laisse, si vous voulez peut-être dire quelques mots avant qu'on ne passe à la partie questions et qu'on commence à échanger. Je commence. Oui, allez-y, si vous avez un mot à dire avant qu'on ne commence, qu'on ne parte pour les questions. J'ai un mot à dire parce que c'est très important, la santé mentale en Afrique, parce qu'il faut déjà savoir que chez nous, les Africains, la santé mentale, c'est quelque chose d'un peu erroné parce que les psychologues des Africains, excusez-moi, c'est les marabouts et les prêtres. Donc, l'Africain a un problème de se confronter à sa réalité. Et ça fait qu'il y a beaucoup plus une démarche assez négative du psychologue parce qu'on ne veut pas se confronter à sa réalité. Il y a un problème de construction de la maturation de la personnalité. Ça, c'est d'un. Et de deux, il y a ce qu'on appelle le culte de l'apparence en substance qui nous embrasse actuellement parce qu'il faut quand même avouer que nous sommes de culture africaine et l'Africain a ses problèmes qui sont liés à son environnement, à sa culture, à son milieu de vie. Et il y a dans cette approche d'abord là, et c'est très important pour moi lorsque je parle de cognitivo-humaniste et tout, c'est ramener d'abord l'homme à sa substance avec lui-même. Quelle relation il est avec lui-même? Parce que la valeur qui était l'être humain, on l'a substituée à l'argent. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne s'assument pas. Et il y a d'abord, et du coup, ils commencent à développer des pathologies, d'où le mot maladie, mal aidé. Mal aidé. Parce que tout ce qui ne se traduit pas par les mots se traduit en mots dans le corps. Donc, il est important déjà de ramener d'abord les gens à se réconcilier avec eux-mêmes, de se reconnecter à eux-mêmes. Et ça passe d'abord par l'amour de soi-même. On aura le temps de développer. Donc, c'est d'abord ce que je voulais mettre comme élément précurseur pour pouvoir démarrer notre communication parce qu'il faut avouer qu'ici, c'est l'Afrique. Par rapport aux pays étrangers qui ont déjà quand même eu des entendements assez développés, ils ont eu le temps de faire leur classe. Mais nous, on nous a directement projeté. On a oublié qu'avant d'arriver au 6e étage, on passe par le rez-de-chaussée, qui est la communication avec soi. Donc, c'est quelque chose de très essentiel à maîtriser lorsque nous accueillons des activités où nous proposons des choses en Afrique. Il faut tenir compte que le niveau d'entendement n'est pas assez ouvert à tout ce qui est lié à la technologie. C'est la raison pour laquelle j'ai fait anthropologie des systèmes de croyances pour maîtriser les cultures et savoir vraiment ce qu'il faut donner, à qui donner et au moment où donner. Bon, voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. D'accord, merci beaucoup, c'est très enrichissant et ça introduit bien justement tout ce dont on va parler. Donc, je vais passer le micro au docteur Lucie qui va aussi rebondir sur cette belle introduction avant que nous passions à la partie questions et échanges. OK, merci beaucoup à tous. Merci encore, Dr. Mokosi, pour sa présence et son expertise qu'on est déjà en train d'expériencer par cette discussion enrichissante. Au nom de Mission Nespa, nous voulions déjà vous accueillir, vous dire merci pour votre temps, n'est-ce pas, et pour, n'est-ce pas, nous accompagner dans cette initiative-là et parler d'un sujet dont un aspect, vous avez déjà un peu parlé, qui est, n'est-ce pas, le fait que la santé mentale est un sujet tabou. En fait, la santé en général, c'est un sujet tabou, surtout dans nos communautés et encore plus la santé mentale. Donc, nous vous remercions au nom de The Mission de pouvoir être ce partenaire-là dans cette discussion pour, n'est-ce pas, amener ou discuter de moyens, comment est-ce que dans la vie de tous les jours, un membre de The Mission, une communauté ou une personne que de près ou de loin, n'est-ce pas, que ce soit Yaoundé, que ce soit aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, voilà, The Mission
est là pour les communautés démunies, les plus mal servies, qui n'ont pas nécessairement accès, n'est-ce pas, à un docteur ou à un justement psychologue de votre envergure. Vous êtes une spécialiste donc, merci, n'est-ce pas, d'être notre allié, n'est-ce pas, dans cette initiative, surtout que maintenant, nous pouvons, n'est-ce pas, utiliser nos plateformes en ligne pour essayer d'éduquer, d'amener ces sujets-là pour en débattre et donner des outils, n'est-ce pas, de compréhension, des outils pour en savoir plus, n'est-ce pas, pour que ces conditions cliniques soient, n'est-ce pas, débattues et soient moins des tabous. Donc, merci encore et de nous enrichir de votre expertise au nom de toute mon équipe, n'est-ce pas? Nous sommes une équipe de 17 leaders, nous disons encore merci et Jared en fait partie. Donc, merci à vous et nous avons hâte de vous écouter. Merci. Merci, Dr. Lucie. Donc, je pense qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, on échange autour de tout ce qui est santé mentale au travail, à la maison et surtout à savoir comment trouver cet équilibre justement entre vie professionnelle, vie personnelle, vie familiale et lier les deux et faire perdurer justement ce bien-être mental. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un sujet au cœur de la situation, on peut dire, avec cette pandémie que nous connaissons tous, la maladie à coronavirus, dont le monde souffre depuis déjà plus d'1 an. Plus que jamais, je pense que c'est un sujet dont on doit parler nécessairement parce qu'on a vu un monde devoir se plier aux exigences de cette pandémie, devoir se restreindre, devoir revoir son fonctionnement de manière générale, encore plus en termes justement de business, d'économie, de travail. Et avec cette pandémie, la plupart du monde, on va dire, j'ai envie de dire, a été obligé de transformer, entre guillemets, son lieu d'habitation en bureau, en lieu de travail finalement. Et c'est là où on touche en plein cœur de ce sujet qui est la santé mentale, parce qu'on est une bonne partie du monde à être en télétravail encore aujourd'hui. Et justement, de ce fait-là, on assiste à plusieurs cas de personnes qui ont du mal à jauger entre les deux, entre vie professionnelle, vie personnelle, parce qu'on travaille à la maison, mais il y a aussi la réalité de la maison qui est là de manière quotidienne. Donc, ça crée quand même un certain déséquilibre. Et malgré tout ce déséquilibre, on doit rester équilibré pour répondre aux exigences de part et d'autre. Donc, quel conseil, docteur, vous pouvez donner aujourd'hui, docteur Nkosi, au monde entier, finalement, j'ai envie de dire, à toutes les personnes qui nous écouteront, pour les aider à vraiment trouver ce juste équilibre et surtout à le maintenir, parce que je pense qu'on est parti malheureusement encore pour quelques mois, voire années par rapport à cette pandémie. Voilà. Déjà, la première chose que je peux dire concernant la pandémie coronavirus, qui est venue de manière très brutale et un peu bousculer nos habitudes de vie. Parce qu'il faut comprendre que le coronavirus, avec le fait qu'il y ait eu le confinement, a confronté les gens à leur réalité, à leurs problèmes. Donc, maintenant, travailler à la maison en ayant un équilibre à la fois professionnel et personnel a été un challenge pour beaucoup de personnes qui ont d'abord un problème de construction de vie avec eux-mêmes. Parce que pour beaucoup, le travail est un exutoire parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui ont des problèmes de couple, qui se disent, moi, je vais aller au travail et du coup, je vais oublier la relation toxique que je vis avec mon mari. Et maintenant, elles se retrouvent à la maison avec un mari et il faut en même temps donner le même rendement au travail. C'est la raison pour laquelle la première chose qu'il faut faire d'abord, c'est dédramatiser. Dédramatiser, c'est important de dédramatiser, de lâcher prise par rapport aux problèmes qu'on a. Et lorsqu'on a dédramatisé, on se pose la première question, qui est celle très importante, quel est le problème de ma vie actuellement sur tous les pans professionnels, affectifs et familial? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant le coronavirus, se sont rendues compte qu'elles ne donnent aucune éducation à ses enfants. Les enfants sont éduqués et ça a créé un gros problème de culpabilité interne qui, avec le temps, se transforme en maladie somatique, troubles psychomoteurs, ulcères d'estomac, céphalée, autres. Mais le problème de fond, c'est que je n'ai pas de relation avec mes enfants. Donc, la première chose d'abord, c'est de vraiment dédramatiser
pour se dire, OK, j'ai vu une situation, mais il faut vraiment que je dédramatise et j'essaye de me mettre d'abord en paix. Parce que la première chose que l'état mental a besoin, c'est la paisibilité. Parce que les vitamines de l'esprit, c'est cela, la paisibilité et la douceur. Face à toute situation qu'on a, il est important d'abord de mettre pause et de dédramatiser la situation et de ne pas trop se taper sur la tête. Et maintenant, lorsque vous avez fait, c'est pour ça qu'on commence par les respirations, ces petits exercices de respiration, d'écouter un peu de musique, vous essayez d'aménager un espace pour le travail avec des écriteaux bien physiques, déjà cognés, pour que les enfants commencent à comprendre que non, maman, comme là, je suis en télétravail, je suis à l'extérieur, j'ai dit à mes enfants, on traverse pas cette ligne ici parce que je suis au travail. Donc, essayez de commencer à communiquer parce qu'il y a un problème de communication. Avec le confinement, on s'est rendu compte qu'avec les réseaux sociaux, là, on est sur Zoom, on n'a jamais autant été avec des éléments qui nous permettent de communiquer, mais les gens ne communiquent pas assez leur véritable propos. On se parle sans se dire des... On se dit que mon mari va comprendre mon besoin. Je prends un exemple. Nous sommes toutes les femmes là, c'est un dimanche. Et là, par exemple, nos maris auront voulu que peut-être on les sert un repas à midi. Et du coup, on les met sur le fait accompli par rapport à nos Zooms. Et du coup, lorsqu'ils disent ça ne va pas, on va dire qu'ils sont des relations toxiques. Non, on n'a pas communiqué. Déjà, pour dire, chérie, s'il te plaît, tu sais que j'ai une mission de vie, tu sais que je suis venue aidante, tu sais que je suis venue une personne qui apporte un apport dans le monde. Demain, j'ai un Zoom. J'aimerais, s'il te plaît, la tranche horaire 13h, 14h, tu me donnes la liberté de communiquer, de travailler humblement. Donc, les gens ont déjà ce problème-là. On ne communique pas assez par rapport à ce dont on a besoin. Donc, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie affective et de la vie familiale passe d'abord par le premier mot d'ordre, la communication de nos besoins. J'ai besoin de quoi? Se poser des réelles questions. Et ce questionnement passe par aussi ce qu'on appelle le non constructif. Parce que pour beaucoup de personnes, ils ne savent pas dire non. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, ils ont le premier trouble psychologique qui est détecté en Afrique, qui est quoi? L'immaturité de la personnalité, qui se définit par 10 signes que je vais donner pendant le Zoom. Alors, quand vous avez une immaturité de la personnalité, elle va se traduire par des miasmes qui seront tout ce qu'on voit là, des incompatibilités, le manque de communication, des cris, on a l'impression qu'on est pesante, on a l'impression qu'on nous empêche d'exister. Mais le problème n'est pas l'autre, le problème, c'est moi. Parce que, en fait, je suis un exutoire. Je me dis que tout le monde va comprendre, mais tout le monde ne peut pas comprendre parce que je ne communique pas. Et je n'ai pas appris à dire non. Donc, pour beaucoup de personnes, ils ont un problème d'immaturité de la personnalité et qui va se traduire par des dérives comme des dépressions, des troubles anxieux, de la schizophrénie, qui sont des maladies déjà à pas lourd, parce qu'avant, il y a eu une maladie embryonnaire qui est l'immaturité de la personnalité, qui se définit par, comme premier élément, le décalage entre l'âge mental et l'âge chronologique. Quelqu'un qui a 45 ans, mais qui a 5 ans d'âge mental. C'est-à-dire qu'on ne s'assume pas. Donc, on ne comprend pas que là, on est dans une situation de COVID, on travaille à la maison et il serait important déjà de mettre déjà un cadre de travail. Ça veut dire que quoi? Je sais que cet espace-ci est réservé à mon travail. Et j'explique aux personnes que je travaille déjà à la maison, dont mon ordinateur, on ne touche pas, mon téléphone, on ne touche pas parce que c'est mes éléments qui me permettent de travailler. Mais si je ramène mes copines dans le milieu de travail et qu'on touche, on va dire qu'il y a des problèmes parce que moi, déjà, je ne m'assume pas. Il y a déjà ce premier problème-là. On veut grandir sans utiliser les outils pour grandir, en l'occurrence, grandir avec ce qu'on a comme élément, c'est-à-dire apprendre à dire non par rapport à son espace. Ça, c'est d'un. De deux, le coronavirus a ramené les gens à eux-mêmes. Il y a une grosse méconnaissance de soi. Avec le coronavirus, les histoires qui étaient des bars, qui étaient des boîtes de nuit, qui étaient des milieux de vie, on dit stop. Et tu es confronté maintenant à ta réalité à la maison. Tu n'as pas plus ta copine avec qui vous alliez boire des bières. Tu ne vas plus au travail pour rencontrer ton directeur. Tout se passe à la maison et tu vois ton niveau de compétence et de performance parce que ta copine ou ta collègue qui a l'habitude de te faire des saisies n'est pas là. Donc, le coronavirus a mis en exergue nos manquements et nos limites et nous ramène à nous reconnecter à nous-mêmes. Et du coup, il y a quoi comme conséquence? Instabilité émotionnelle qui va se traduire par des colères. Vu qu'on ne veut pas rester à la maison, on ne s'est pas habitué à rester tranquille avec soi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a tous ces cris avec les enfants. Oh non, 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 va là-bas, tu me déranges.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de pourrir ma relation avec mon enfant parce que je n'ai pas déjà eu de relation avec lui. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais crier. Mon conjoint, je n'ai pas eu de relation avec lui au niveau de la qualité de la relation. Nous sommes tombés dans une routine, on paye les charges tous les jours, on a des projets, mais au niveau de la qualité de vie entre deux personnes, on ne se retrouve plus parce qu'on a tout mis dans le travail. Donc, le coronavirus est venu, sur le plan de la santé mentale, réveiller les problèmes de fond, en fait, nos vieux démons. C'est la raison pour laquelle les psychologues ont beaucoup travaillé. Pourquoi? Parce que les gens se sont confrontés à leur réalité, c'est-à-dire quoi? On est dans un monde où on a tout donné à l'apparence. On ne construit pas parce qu'on veut construire, on construit parce que la voisine a construit. On ne se pose pas les réelles questions par rapport à soi-même et par rapport à la mission de vie qu'on veut impacter par rapport au monde. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? On ne se donne pas assez de rigueur parce qu'on suit infini. On ne se donne pas sa rigueur à soi. Donc, le coronavirus nous a fait comprendre que c'est bien beau de réussir, mais ce réussir reste la meilleure chose à faire parce qu'on impacte le monde. Et ça passe d'abord par assumer qui on est. Et assumer qui on est signifie assumer sa vérité. Donc, la conciliation du monde professionnel et familial passe d'abord par l'acceptation de ce qu'on est dans nos limites. Et c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas. D'où il y a toutes ces addictions-là, toutes ces histoires-là, parce que c'est traumatisant à la base. C'est comme un choc émotionnel. Je me rends compte que je n'ai pas de relation avec mes enfants. Je me rends compte que je n'ai pas de relation avec mon mari. Je me rends compte que toute ma famille, tous les jours, appelle pour me demander des choses dont je ne suis qu'une banque, en fait. On ne m'appelle pas pour ce que je suis, mais on m'appelle pour résoudre des problèmes. Et aujourd'hui que je suis à la maison, je suis confrontée à tout ça. Donc, le coronavirus, pour moi, pour ma part, en tant que psychologue, je pense que ça a été un peu le choc émotionnel du monde pour nous réveiller, pour nous demander de repartir des nouvelles, parce que les bases qui ont été données sont faussées à la base. Donc, là, c'est bon. Donc, j'expliquais que notre mission en tant qu'aidante, moi particulièrement, qui suis déjà dans le cœur de l'intimité des Africains, il faut d'abord qu'on commence par la construction de la personne. Parce que ça ne sert à rien de venir mettre de l'eau dans une calebasse qui est sale. Parce qu'il faut d'abord nettoyer. Parce que sinon, on va aider des personnes, leur donner des projets, les aider. Mais le plus important, c'est de les ramener d'abord en relation avec eux-mêmes. Parce qu'il y a eu un problème au niveau de la construction des valeurs. Les gens ne se définissent pas par rapport à ce qu'ils sont, mais par rapport à ce qu'ils possèdent ou par rapport à ce qu'ils ont comme diplôme. Et du coup, on ne touche pas l'être. Et pourtant, dans chaque être, il y a un jus. Il y a une substance. Et c'est cette substance-là qui fait la différence. Comme un auteur a dit, c'est nos différences qui nous enrichissent. Donc, le coronavirus est venu nous dire, vous fonctionnez dans un sens, la pensée créatrice, il faut réussir. Et on a dit stop. On s'est rendu compte qu'on ne contrôle rien. On prend à contrôler, mais on ne contrôle pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, en tant que thérapeute, j'ai initié des programmes dans ma cellule où je suis, des gens ici au centre médical La Cathédrale, au quartier Fouda, où j'ai initié des soins gratuits pour des jeunes adolescents, parce que je sais que c'est au niveau de l'adolescence qu'il y a toutes les blessures. Vous imaginez des mamans qui ont des familles monoparentales qui sont en train de se développer à un rythme effréné avec la virilisation de la femme et l'esmatulation de l'homme, qui est un problème phare. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans le couple. Il y a encore cet archétype qui dit que la femme est soumise. Cet archétype qui dit, mais soumise alors que tu ne m'encadres pas, comment je vais être soumise à toi quand toi-même tu n'arrives pas à m'encadrer? Du coup, elle développe des traits virileux, très accusés. Et du coup, les enfants qui sont issus de cette union sont complètement perdus. Vous voyez que le problème n'est pas le problème. On a d'abord un problème de culture. C'est la raison pour laquelle je suis allée apprendre l'anthropologie des systèmes de croyances pour savoir qu'est-ce qu'était la femme en Afrique. C'était quoi la femme en Afrique? Déjà, la signification de la femme, c'était force d'élévation matérielle pour la matérialisation de l'éternel. C'est-à-dire, tu as déjà une force, tu n'as pas besoin d'en faire trop. Ce n'est pas le doctorat que j'ai qui me définit, mais c'est la manière dont je vis avec les gens au quotidien par rapport à l'impact que j'ai sur leur vie qui va me définir. Donc, il y a déjà un pouvoir naturel qu'on a, mais on nous a fait comprendre, on nous a déporté de nous pour nous amener à comprendre que si tu n'es pas marié, si tu n'as pas ceci, tu n'es rien. Du coup,
les gens ont un gros problème à la relation avec eux-mêmes et ils attendent des autres. Mais qui va venir te donner si ce n'est pas toi-même qui te donne? Donc, dans votre mission, il est important déjà de révéler ça avant même de parler de maladies psychologiques. La première maladie, d'abord, c'est la relation avec soi. On a été déportés de nous-mêmes. Parce que pour nous, la valeur, c'est l'argent. Il faut parler clairement. Alors, quand vous dites à quelqu'un que je viens te soigner gratuitement, mais je viens te donner de l'amour, mais il faut que toi-même, tu apprennes à te donner de l'amour. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va nourrir des personnes à vie. Et dans une certaine mesure, c'est du vampirisme émotionnel. On ne les aide pas à se déporter d'eux-mêmes parce que la valeur qui était l'être humain a été complètement erronée. Et c'est le travail que je fais parce que quand les gens viennent me voir, allô? C'est bon, tout le monde est là? Oui, Oui, oui. oui, on vous entend très bien. Voilà. On est juste très captivés. Quand les gens viennent me voir, je suis dans une clinique ici au Cameroun, au centre médical La Cathédrale. Lorsque le neurologue, le gynécologue, le cardiologue me réfèrent leurs patients, parce que je suis un peu comme la tour de contrôle. Comme la dernière fois, je vais vous raconter une petite histoire. Une dame arrive et elle a un problème de troubles d'estomac et des troubles psychomoteurs. Alors, elle vient et ça fait au moins 3 ans qu'on la suit. Sous traitement, tout le temps, c'est le même traitement, rien ne marche. Et le médecin lui dit, madame, je pense que votre problème est psychologique. Elle dit psychologique que moi, je suis devenue folle. Vous voyez comment c'est péjoratif? Elle ne comprend même pas son le problème. raccourci est vite fait entre la folie et Voilà. c'est dommage, c'est tabou dit, encore en Afrique, c'est dommage. Voilà, c'est tabou. On lui dit, il faut venir rencontrer les psychologues. Lorsqu'elle vient me voir, moi, je me rends compte que c'est une femme qui est complètement blessée par des relations affectives, qui a vécu des relations toxiques et a toujours cherché dans les relations avec les hommes son être à elle. Et je lui dis juste que, madame, ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez faire la cour à la douceur, qui s'est fixé des objectifs très hauts et a réussi financièrement, matériellement, mais a oublié de se réussir elle. Du coup, elle a attiré des relations toxiques où il faut montrer qu'on domine, il faut montrer que je suis, il y a un ego. Et quand l'ego parle, le soi se tait. C'est une règle d'or. Quand l'ego parle, le soi se tait. Et je lui ai demandé, la dernière fois qu'on a lu votre journal, c'était quand? Elle dit journal télévisé. Elle n'a pas compris. Je suis en train de lui dire la dernière fois qu'elle a fait l'amour, c'était quand? Parce que je lui disais que c'est le meilleur antidépresseur sans effet secondaire. Et à elle de me répondre. On peut rire. Et à elle de me dire, docteur, ça fait 5 ans que je n'ai pas de relation affective parce que je n'arrive pas à rencontrer un homme qui comprend que j'ai un doctorat, qui comprend que je suis directrice, qui comprend que… Et je lui ai dit, vous n'arrivez pas à rencontrer un homme qui comprend que vous êtes une femme. Tout simplement. Et c'est la rencontre, tout simplement. Vous voyez comment elle a ramené son être à sa profession. Et elle recherche quelqu'un qui va rechercher la doctorante. Et c'est beaucoup de problèmes que nous avons en Afrique. On confond tout. Ça, clairement. Donc, nous qui voulons donner un nouveau sens par rapport à la santé mentale, moi, personnellement, qui suis dans le métier, il y a un gros problème de construction de la personnalité. Les gens ne s'assument pas, les gens ne s'acceptent pas, les gens se définissent par rapport à ce qu'ils sont, ils ne sont pas encore à la rencontre d'eux-mêmes. Donc, il faut d'abord qu'on commence d'abord à les expliquer l'importance d'avoir les vitamines de l'état mental qui sont l'estime de soi et la confiance en soi. Et ça va chasser toutes ces maladies-là. Parce que l'on parle de la dépression, de la schizophrénie, de la bipolarité, du complexe du sauveur, toutes ces maladies. Hello, hello. Oui, nous sommes là. Je pense, Marie-André, il y a un problème avec sa vidéo, mais nous sommes là. Non, bien développé. Excusez-moi vous avez peut-être dit que je déplace le sujet. Non, ne vous inquiétez pas. Non, pas du tout. Non. Que je m'étais levée pour prendre un crayon pour noter pas mal de choses, parce que là, vous m'interpellez beaucoup. Moi aussi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai coupé ma caméra pour courir prendre le crayon, mais je suis là, j'écoute. Ah, ça s'est figé encore avec docteur. La connexion, c'est quelque chose. Allô, docteur. Ah là là. Ça s'est coupé. On vous entend, mais la caméra est figée. Ouais.
Ah, ok. C'est bon. Oui, C'est bon. Tout le monde est là? Oui. Oui, oui. Oui, c'est très important ce que je suis en train de vous dire, les docteurs, parce que nous voulons impacter, nous voulons soigner. Nous voulons impacter, nous voulons soigner et il faut commencer par des bonnes bases pour pouvoir aider notre continent Afrique. Tout à fait. Ah, c'est ça encore. Donc, comme les premières questions que vous m'avez posées pour revenir à sujet, c'était très important que vous le sachiez, surtout ici en Afrique, de comment nous pouvons aborder la santé mentale. Et à la santé mentale ici en Afrique, moi particulièrement qui exerce ici au Cameroun, je pense que la santé mentale se définit comme étant le fait d'être bien dans sa tête, en accord avec ce qu'on est et sur le plan physique, c'est-à-dire de m'assumer pleinement, c'est-à-dire de respecter qui je suis, ce que j'ai comme talent, mes faiblesses. Donc, quels que soient les événements que je vis, je porte plus mon attention sur l'enseignement et non sur la douleur. C'est ça, être en santé mentale. C'est-à-dire, quels que soient les coups de la vie qui arrivent, je porte mon attention sur l'enseignement et non sur la douleur. C'est ça une personne qui est en santé mentale, qui a une bonne santé mentale. C'est une personne qui est bien équilibrée et peut mieux impacter son environnement. Alors, quels sont les 2 ou 3 troubles plus courants dans le monde de la santé mentale? On a la dépression. Selon le DSM-4, le manuel de classification des maladies mentales qui a été reprogrammé, on a comme première maladie en Afrique beaucoup plus la dépression. Oui. Qui se manifeste, la dépression, oui, qui est une maladie qui est liée à l'humeur. On a un changement intempestif de l'euphorie à la mélancolie sans qu'il y ait une certaine mesure. Donc, le patient atteint de dépression va souffrir soit d'une grande euphorie, soit d'une profonde mélancolie. Et ces états de yo-yo vont entraîner parfois au suicide parce qu'on est fatigué de vivre dans cet état intempestif de changement d'humeur sans qu'il y ait une stabilité. Et c'est ça qui pousse au suicide. On a comme deuxième maladie la bipolarité, deuxième trouble psychologique, des troubles bipolaires. Et c'est lié à quoi? Au fait qu'on on épouse beaucoup plus le culte de l'apparence. Donc, je vais donner une apparence que je ne suis pas à l'extérieur. Je prends un exemple, je suis directrice d'une société, j'ai eu une éducation à la dure, et puis je suis avec mes collègues qui sont mariés, moi je ne suis pas mariée. Donc, j'ai déjà un complexe d'infériorité que je vis par rapport à mon statut matrimonial, tu vois. Donc, moi, je les appelle beaucoup plus célibatantes, pas célibataires. Elles se battent avec le célibat. C'est ça. Elles oublient que le célibat n'est qu'un statut et que ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est qu'un choix de vie. Donc, elle va arriver au bureau, elle aura une bipolarité. Donc, vouloir être castratrice, vouloir assurer son autorisation, son autorité, et du coup, ça va tuer sa féminité. Et ça va se transformer en trouble psychomoteur, mal de tête. C'est une personne qui n'aime pas le lâcher prise et avec certaines dérives de dépression maniaco-excessive. C'est le type de personne qui aime quand les choses soient bien faites, placées, dressées. Si elle pose un verre d'eau, si on enlève, là, c'est un problème. Et il y aura une bipolarité. Soit c'est une personne très gentille et parfois aussi très castratrice. Et comme troisième maladie courante que moi, je retrouve aussi, c'est les problèmes de boulimie et de surpoids, les problèmes avec l'image. Donc, des femmes qui ont eu des enfants et ne s'acceptent plus dans son corps, ou alors a un corps qu'elle n'aime pas, ou alors a été violée. Donc, il y a toujours un problème avec l'image. Donc, ce sont les plus grandes pathologies que je retrouve ici en Afrique. Beaucoup plus. Donc, la dépression, les troubles bipolaires et les troubles liés à l'image, c'est-à-dire les anorexies, les boulimies, de la personnalité. Alors, et la maladie mentale a un gros impact sur le bien-être. En fait, c'est être morte quoique vivante. C'est très triste ce que je suis en train de vous dire. Lorsqu'on a une maladie mentale, on est mort, on n'existe pas. Le parfum que l'Éternel Dieu a donné à chaque être humain, on ne le reflète pas.
On est toujours à la recherche de vouloir faire plaisir aux autres. On a un impact sur sa vie. On cherche toujours à faire plaisir. On cherche toujours à donner une image. On cherche toujours à être trop perfectionniste. On est dans la perfection, on n'est pas dans le vrai. On est trop gentil sans être vrai. Et du coup, on va attirer des relations toxiques parce que la maladie mentale va impacter même des personnes toxiques. Du coup, si je ne suis pas en accord avec moi, je vais attirer un homme toxique. Du coup, on va vivre ce qu'on appelle une codépendance affective. Vous allez attirer un homme, si vous êtes une personne qui a des troubles psychologiques, vous allez attirer un homme et beaucoup de femmes qui ont des troubles psychologiques sont ce qu'on appelle des femmes infirmières. Elles vont vouloir attirer un homme dont elles vont s'occuper parce qu'elles se fuient elles-mêmes. Et à la fin, on a ce qu'on appelle, elle devient comme un exutoire et à la fin, c'est la mort, vu qu'elle n'existe pas. Elle est constamment dans la plainte. Donc, la maladie, et sur le plan somatique, ça se dégénère en troubles, j'ai le docteur qui est là, la pharmacienne, en troubles psychosomatiques avec des maladies auto-immunes comme le cancer, le diabète et les AVC, parce qu'on rumine, on ne vit pas sa vie, on a l'impression de vivre la vie d'une autre. On se pleure en fait, parce que c'est l'esprit qui pleure, c'est l'état mental qui pleure, on n'existe pas. Donc ça impacte complètement même sa relation avec son environnement familial et autres, on joue des rôles. Et depuis la pandémie coronavirus, avec le télétravail qui rend encore plus difficile la mise en place des objectifs liés au travail, on a maintenant la découverte de nous-mêmes. Oui, on est confronté à qui on est finalement. À qui on est, et ça ne fait pas rire. C'est là où tu te rends compte que tu as donné ton éducation à la ménagère et que, par exemple, tu ne sais pas préparer. Tu ne sais pas nettoyer la maison. Et quand les enfants crient, tu dis, taisez-vous, vous te mets à crier sur les enfants. Du coup, c'est les enfants qui sont agressifs demain parce que tu es en train de les agresser. Quelqu'un qui est agressif, c'est une personne agressée. Parce que la méchanceté est l'expression tragique de l'amertume d'une personne qui n'a pas pris soin de sa propre souffrance. Donc, avec le télétravail, on se rend compte qu'on ne connaît pas notre mari. C'est ça. On ne le supporte même plus. On ne connaît pas nos enfants. On ne le supporte plus. Il a vieilli, il a un gros ventre. Où est passé le gars qui me draguait et je découvre qu'il rôte. Alors qu'au travail, je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps d'y penser, de réaliser qui on a en face. De réaliser qui j'ai en face. Et je me rends compte que dans ma famille, on m'a mis à la place d'homme. Parce que j'ai le doctorat, on se dit que non, je connais tout. Et je me rends compte que je n'ai pas de relation avec mes cousines, avec mes cousins. C'est le docteur, en fait. Ce n'est pas Claudine. Et ça fait mal. Oui, quand on a la réalité en face, effectivement, ça fait mal. Moi, je voulais rebondir justement sur, pardon, sans vouloir vous couper, sur ce que vous aviez dit par rapport au fait, quand vous parliez justement de dépression, etc. Ça m'a fait penser justement à une question que j'allais vous poser, qui est de savoir justement comment vous pensez, vous, qu'on peut guérir de ce type d'événements traumatisants, là, c'est-à-dire tout ce qui est perte d'un proche qui cause des dépressions, quand on perd un travail, quand on se rend compte peut-être même qu'on a fait un échec sentimental, qu'on est face à un mariage finalement dans lequel on n'est plus du tout, auquel on n'est plus connecté, dans lequel on n'est plus du tout à l'aise ou en accord. Voilà. Comment vous pensez qu'on peut guérir de tout ça? En fait, la guérison, c'est avec le temps. La première guérison commence par l'acceptation du problème. Et parfois, le problème n'est pas le problème. C'est d'abord là, il faut commencer. C'est-à-dire que j'accepte que je n'ai pas fait mes classes. J'accepte que je n'ai pas donné tout l'amour qu'il faut à mes enfants. J'accepte que j'ai laissé l'éducation de mes enfants à la ménagère. J'accepte que je ne donne pas assez de temps à mon mari. Et je dis, lorsqu'on a causé du tort à soi-même, la meilleure chose, c'est de réparer le tort. Et pour réparer ce tort, on entre dans l'école de Christine. C'est elle qui est un peu la pionnière, la chercheuse Christine Neff, qui est quoi? L'école de l'amitié avec soi-même, qui se développe avec 3 éléments. La première chose, accepter ses limites avec bienveillance. On n'est pas parfait, finalement. On n'est pas parfait. S'accepter avec bienveillance. Accepter que non, j'ai fait un choix amoureux négatif, j'ai visualisé l'homme parfait, mais j'avais oublié de faire de mon homme un homme parfait. Vous voyez la nuance? Oui, c'est-à-dire que le rêve que j'avais dans ma tête et la réalité, il y a décalage. Si j'avais réalisé, il y a
décalage. Si j'avais rêvé que je suis première dame et que je me retrouve en train de manger la tchéké, c'est compliqué. Parce que pour moi, je devais manger le caviar sans savoir que la tchéké, c'est un médicament qui me permet de vivre. Vous voyez la nuance? Tout à fait. C'est un bel exemple. Qui me permet de vivre. Donc, vraiment savoir, j'ai besoin de quoi dans ma vie actuellement et se poser cette question avec beaucoup de vérité. Être sincère avec soi-même. Quelle est ma part de responsabilité dans l'échec de mon mariage, dans l'échec de ma relation? Donc, commencer là. C'est ce qu'on appelle le trauma. Donc, nous, les psychologues, on fait une différence entre le trauma et le traumatisme. Le trauma, c'est l'événement vécu. C'est-à-dire, je peux être là en train de discuter avec vous et qu'une personne entre ici et me donne une claque. Paf! Ça, c'est le trauma. Et maintenant, le traumatisme, ce sera qu'à chaque moment qu'une personne va cogner à la porte, je regarde si ce n'est pas une baffe qui vient. On aura l'impression de devoir revivre la situation finalement. Est-ce que j'ai pensé mes blessures? Tout à fait. Sentimentalement parlant, je travaille, j'ai un bon boulot, j'ai commencé une relation, je veux une bonne cohésion familiale et professionnelle. Mais est-ce que la relation que j'ai eue était une relation pansement parce que j'ai peur de la solitude? Ça. Je me suis retrouvée dans une relation comme tout le monde finalement, comme vous disiez tout à l'heure. Comme tout le monde. Voilà, parce que je vais faire comme tout le monde et je me rends compte que maintenant que lorsque le pansement est fini, cette personne ne me plaît pas. Voilà. Donc, vous voyez que je suis confrontée maintenant à ma réalité. Je n'ai pas eu le temps de faire le deuil de la relation. C'est ça. Alors, ça c'est d'un. De la méconnaissance de soi, comme je parle là. En Afrique, il y a des femmes qui sont venues avec la culotte, qui sont venues avec un entendement profond, qui sont venues pour diriger et mettre l'ordre. Alors, le fait que je sois très haute dans la tête et que les gens ont souvent l'impression de dire que tu mets les gens sous pression et je commence à diminuer mes valeurs à moi et je me dis que non, c'est les gens qui sont méchants, mais c'est moi qui est redescendu. Je devais attendre la personne qui est capable de statuer mon niveau d'entendement. Parce qu'en tant qu'aidante, nous toutes qui sommes là assises, nous sommes des aidantes. On a une rigueur personnelle qui est inscrite en nous, qu'on le veuille ou pas, parce qu'il y a des comptes qu'on va nous demander. Alors, on n'a pas le droit, dans les choix et les décisions qu'on a, de faire semblant. Mais parce que je veux faire plaisir aux gens, parce que j'ai envie de faire plaisir aux autres, parce que je vais dans une certaine dynamique, je me mets dans la route. Non. Là, ce n'est pas l'autre qui a un problème. J'ai mon collègue qui a l'habitude de m'appeler à des heures, 22 heures au travail. Il oublie que c'est à l'heure là que mon mari me dit bonjour. Et je prends le téléphone. Et je prends le téléphone, je réponds. Pendant ce temps, mon mari, il attend avec l'équilibre biologique comme on connaît les hommes. Et après, je me plains que ma relation va mal. Donc, je n'ai pas mis un certain cadre. Là, je suis en train de donner des solutions par rapport au télétravail. Tout à fait. Fixer le cadre. Fixer les cadres, les horaires de travail. Là, dans quelle énergie je vais pénétrer dans mon travail. Je viens d'avoir une grosse dispute avec mon mari. Et là où ma collègue m'appelle pour me dire le dossier saigne. Et je lui fais le grand sourire. Mais je ne peux pas lui faire le grand sourire. Je ne peux pas lui faire. Je ramène l'énergie de la discussion que j'ai eue à mon mari au travail. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de prolétariser mon travail parce que je ne m'assume pas. Qu'est-ce que je dois faire? J'écris une petite note, comme je vous ai fait tout à l'heure. Excusez-moi, je vous rends compte. Je n'ai pas réagi à temps parce que, permettez-moi de me mettre en phase. S'il te plaît, donne-moi 5 minutes, chers collègues. Je respire à fond et là, je mets en place les techniques que je vais vous donner tout à l'heure. Une bonne inspiration profonde et savoir que, OK, l'attitude de mon mari est liée au fait, par exemple, qu'il traverse un moment difficile. Je monte au balcon et je reviens donner ce que j'ai à donner. Et maintenant, le soir, en sachant que l'homme, c'est le feu, la femme, c'est l'eau, je lui verse mon eau pour éteindre son feu avec des attitudes de douceur, d'où la règle des 3e. Le milieu, le moment et la manière. En lui faisant comprendre que, chérie, tu sais, je suis sur un projet très important pour notre vie. J'ai besoin que tu m'accompagnes, s'il te plaît. Quand tu vois mon collègue m'appeler à 22 heures, ce n'est pas que je te manque de respect, mais c'était très important. C'est la raison pour laquelle, et je communique avec douceur avec mon chéri. C'est ça, c'est ça qu'on appelle la cohabitation de 2 intimités.
Mais D'accord. quand j'ai mon dossier qui doit me donner 25 millions et que, par exemple, c'est moi qui paie les charges, je vais dire à mon mari, tu ne me donnes rien, dors, tu n'as rien à dire. Parce que tu m'apportes même déjà rien. Tu es même le problème à mes problèmes. Donc, s'il te plaît, laisse mon collègue m'appeler parce que tu ne me donnes rien. Donc, c'est mon travail là qui me donne la vie. J'ai raté tout, j'ai déjà raté ma vie familiale. Je suis passée à côté. C'est vrai en plus. Il faut appeler C'est une chien, réalité. hein. C'est vrai. Non, il faut pourquoi? Parce qu'en Afrique actuellement, il y a une sorte de la femme, il faut le dire. Les hommes sont hyper Oh oui. exmaculés. Complètement. Alors, et ils ont qu'est-ce du qui mal se encore passe? à faire face à cela. Ça Voilà. cause Alors, beaucoup de quand j'ai problèmes. communiqué comme ça un vent à celui qui est censé être mon chef de famille, Oui, parce que il y je a une suis autorité africaine, quand chez nous même. les Africaines, il y a des règles. Même si j'ai un bac C'est cela. plus 10, même si j'ai le doctorat à plus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je reviens le soir, quand j'ai encaissé mon chèque de 3 millions, je lui fais le grand sourire, j'ai mis ça va, mais ça ne va pas, il est bien avec moi. Et c'est ça le problème de la santé mentale. C'est ça, le problème de la effectivement. santé mentale. C'est toutes ces incohérences-là, Voilà. finalement, entre notre propre être, l'environnement, tout ce qu'il y a, oui. L'environnement. C'est la raison pour laquelle en télétravail, il est important de fixer le cadre, faire des réunions hebdomadaires avec les enfants, les faire comprendre que maman travaille et maman ne travaille plus au travail et le travail s'est déporté à la maison. Mais chérie, j'ai besoin que pendant tel ou tel heure, vous avez de temps. Les enfants comprennent. Sinon, pendant que tu es en causé avec moi là, il vient, maman, je vais faire popo. C'est déjà parti en télétravail là. C'est vrai. Parce que tu n'as pas fixé le cadre et tu es dans une réunion où on t'a choisi. Et du coup, ça ne fait pas sérieux. On dit, oh, OK, on nous ramène les popos en réunion. On va d'abord changer les popos. Et c'est compliqué. Parce que lui, il ne va pas se lâcher, hein, le bébé. Lui, il ne sait pas que sa mère est au travail. Vous voyez, parce qu'on n'a pas fixé le cadre, on ne s'assure pas. Bien sûr. Donc, oui, maman est là, donc elle est à sa disposition. Non, oui. C'est ça. OK. Donc, c'est très important de fixer le cadre dans lequel on va travailler, d'être dans la bonne ambiance psychologique et mentale. C'est la raison pour laquelle je vous ai commencé avec l'exercice de respiration pour qu'on entame, parce que je ne savais pas où chacune de nous sortait avec ses besoins. Donc, ça nous pose déjà un esprit. Et là, on comprend que c'est quelque chose de sérieux que nous sommes en train d'entamer pour des vies. Et maintenant, l'habitude est une seconde nature. La discipline. J'avais l'habitude d'aller au travail bien coiffée, bien habillée, bien mise par rapport au travail que je fais. Quelle est l'image que je renvoie? Parce que je suis en télétravail, j'enlève la perruque, je suis avec Sinat. Je suis en train de choquer mes collègues. Effectivement. Parce qu'on est dans le cadre de la maison. Et du coup, avec le temps, il y a une compatibilité au niveau du travail et au niveau professionnel. Et ça va me sombrer dans la dépression. Vous voyez comment la dépression entre en jeu? C'est des petites choses. Oui, c'est des petites choses, effectivement. On a toujours l'impression que c'est lié à de gros événements, mais il y a du quotidien aussi qui favorise tout ce stress, cette dépression. Il y a du quotidien parce que c'est le détail qui fait le général. Et cette dépression-là va grandir parce qu'à un moment donné, je vais plus reconnaître la personne que je suis. J'aurai l'impression de tourner en rond parce que j'avais remis tout dans le travail. Je ne vais pas me dire que non, c'est le moment pour moi de cristalliser, de savoir je suis à la maison et je travaille et le temps qui m'était imparti au travail, je le remets un peu dans la qualité de la relation que j'ai avec mon conjoint. J'essaie d'avoir de nouvelles idées, une nouvelle façon de vivre, de nouvelles orientations. Et ça va impacter ma maladie mentale parce que la routine est une maladie. La routine sans objectif est une maladie. Parce que c'est bien d'avoir la vue, mais une vue sans vision est nulle. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. C'était super comme réponse. Donc, moi, je voulais savoir, vous, en tant que psychologue, comment on fait la différence finalement entre tout ce qui est santé mentale et le stress du quotidien pour rester un peu dans tout ce bain de télétravail, de mélanger un peu tout ce qui est professionnel et privé à la maison.
comment on fait la différence entre savoir que là, on a un problème de santé mentale qu'il faut peut-être s'alarmer et qu'on est juste stressé parce qu'on a besoin de souffler, de réorganiser les choses? Voilà. La différence se passe d'abord par le corps. Le corps, les réactions liées au corps. Je peux avoir une frustration, je peux avoir un sentiment de mal-être passager. Là, c'est le stress. C'est une réaction que mon corps m'envoie pour me dire, là, je ne suis pas à l'aise. Voyez? Et elle peut être fugace, elle passe. Mais lorsque j'ai déjà des troubles psychomoteurs, donc mal au cou, mal au dos, mal au genou, humeur, à tout moment, je rechigne, à tout moment, je ne suis pas bien dans ma peau, à tout moment, je me plains. Là, je suis déjà en train de sombrer dans la dépression, dans une maladie, dans un trouble psychologique. Et c'est la raison pour laquelle on vous réfère chez le psychologue, parce qu'il est important de faire la différence entre un psychiatre et un psychologue et un psychothérapeute. C'est trois choses très différentes. Le psychiatre, c'est le médecin qui a fait les études de médecine et s'est spécialisé en santé mentale. Et elle a pour prescrire des médicaments pour des maladies lourdes comme la schizophrénie, une dépression sévère, pour essayer de réguler afin que vous ne sombrez pas dans une folie au niveau comportemental, qu'il n'y ait pas de comportement inadapté. Maintenant, il va vous référer chez moi, le psychologue. Lorsqu'il vous a prescrit des médicaments pour permettre à vos cognitions de se stabiliser, il va vous référer chez moi, qui a fait des études à l'université et s'est spécialisé en clinique, parce que clinicien signifie clinique et au chevet d'eux, pour que je puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne qui a créé ces troubles-là. C'est là où je vais faire un questionnaire avec les tests d'évaluation, avec des échelles bien précises. Échelle d'estime de soi, peut-être d'estime de soi avec elle-même, parce qu'il y a une grosse différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on a avec soi-même, par rapport à soi-même. Confiance en soi, c'est la valeur qu'on a avec ses compétences. Ça veut dire quoi? Si je sais préparer, par exemple, la tchéké ou un foie gras, si je n'ai pas d'estime de moi, je vais toujours me poser la question, est-ce que ce ndolé-là est bon? Est-ce que cet atchéké-là est bon? Ça veut dire que dans tout ce que je vais faire, il y aura un sentiment d'inachevé et ce sentiment va m'amener en dépression. Et là, quand vous allez venir en clinique chez moi, le test que je vais faire, je vais évaluer que là, elle a un manque d'estime d'elle-même. Il y a un test post-traumatique. À quel niveau le trauma vous a impacté et fait que vous ne pouvez plus vous relever. Si vous traversez, donc il y a des cotations, ça c'est le travail que je fais et je vais vous prescrire maintenant des psychothérapies. Et moi, j'ai pour approche les TCC, techniques cognitivo-comportementales, dont je change ta façon de penser pour changer ta façon de vivre. Il y en a qui sont psychanalystes, mais pour moi, la psychanalyse est un peu désuète. Parce que chez nous, en Afrique, le problème d'une personne peut toucher toute une communauté. C'est pour ça que la psychanalyse est un peu compliquée chez nous, les Africains, parce que le problème de ma soeur peut être mon problème. Le problème de mon père me touche. Le problème de mon frère qui est au chômage me touche. Donc, du coup, quand je commence à me soigner, je soigne toute ma communauté parce que je vais mieux. Et mes soeurs commencent à me dire comment tu vas bien. Je commence à les apporter un certain dynamisme. C'est pour ça que la psychologie en Afrique est importante d'être reliée avec les systèmes de culture, avec l'anthropologie. C'est très important. Parce que chez nous, en Afrique, vous pouvez être l'aidante de votre famille, vous pouvez être une psychologique de votre famille et vous ne partez pas et ça vous met dans une dépression. Et vous vous dites, mais comment j'ai des potentialités, mais moi-même, je n'arrive pas à savoir que je suis importante. Et avec le télétravail en Afrique, ça fait que nous, les Africains, on sortait pour aller travailler, ça nous valorisait. Parce que sortir, démarrer sa voiture, aller garer, arriver dans son bureau, s'asseoir, ça me crédibilise, ça me donne... Mais là, je suis à la maison. Tout à fait, des signes de réussite, extérieurs de réussite. Et du coup, le fait d'être à la maison me met dans une approche dépressive parce que je me rends compte que je suis seule, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant et j'avais tout mis dans mon travail. Et maintenant, avec le confinement, je vois, par exemple, ma cousine en train de faire les gâteaux avec ses enfants qui me ramène à ma réalité, qui n'a rien à voir avec elle. Et du coup, je vais sombrer dans la dépression. Donc, c'est très important d'abord, comme j'ai dit, de fixer le cadre, d'avoir un milieu de vie que tu sais que là, c'est le travail. C'est-à-dire les enfants, mon conjoint, ma famille, c'est que je suis au travail.
Si j'avais de bien m'habiller, je m'habille bien, je me parfume, je prends les mêmes routines que j'avais, prendre mon café le matin, je sortais, je mettais telle musique, si c'est que je me préparais, par exemple, avec une musique religieuse, je continue à faire la même chose à la maison pour ne pas casser un rythme, pour que ma santé mentale puisse être paisible. Si j'avais les horaires de travail de 8 heures, je travaille 8 heures. Mais maintenant, je peux ramener mon travail dans d'autres recherches qui me permettent de capitaliser en connaissances et d'être plus percutante quand on va se retrouver avec mes collègues et les apporter autre chose. Mais nous, quand on est à la maison, on se dit, non, je sors le matin, je sors avec mon peignoir, avec mes pantoufles, je ne me prépare pas. Du coup, je casse sur le plan psychologique déjà l'assise et c'est ça qui peut m'amener en dépression et en mal-être. Et c'est ça qui permet à mon télétravail d'avoir plus d'impact. Donc, garder la même énergie. Oui. Garder la même énergie, le même feeling qu'on avait quand on travaillait. Parce que le coronavirus, c'est une pandémie qui a voulu faire comprendre aux gens que tout s'arrête. Non, tout commence. Tout commence. D'accord. Et comment est-ce que nous, justement, par rapport à la mission, une organisation qui commence à prendre de l'ampleur, peut justement contribuer à améliorer la sensibilisation justement de la santé mentale en Afrique, dans notre environnement, et surtout à améliorer les résultats, justement la qualité des résultats pour la communauté? Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord que les personnes qui ont initié le programme se forment d'abord eux-mêmes. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Sinon, on sera un peu comme la manne, sans savoir, ce qu'on veut réellement donner. Par rapport à votre approche, quels sont les objectifs visés? Quelle est la population cible et qu'est-ce que vous voulez apporter réellement de manière concrète? Parce qu'il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'organisations et on sait que parfois, c'est beaucoup plus du blanchiment d'argent pour beaucoup de personnes, ils pensent comme ça. Mais vous, dans ce cadre-là, c'est impacté. Donc, la première chose, c'est de savoir que nous qui sommes des aidantes. Et qui dit aidante dit une personne qui n'a pas la vie comme les autres. Donc, commencez à comprendre que cette mission n'est pas une mission comme ça, mais l'assumer pleinement dans notre état d'esprit. Vous allez m'excuser quelques minutes, je vais mettre le téléphone à la charge avant de revenir parce que ça en met 5%. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Pas de problème, on attend. Le premier conseil que je donne, c'est de faire des formations pour vous d'abord. D'accord. Oui, c'est bon. Se faire des formations pour vous d'abord, afin que vous ne vous pompez pas énergétiquement parlant, que l'ONG ne devienne pas énergétivore et anxiogène, et qu'on sache à quel niveau, pas à pas, on doit évoluer. Et ça commence d'abord par gérer, nous les aidants, les formations d'abord, sur le plan de la santé mentale. Quelles sont mes limites? Parce qu'on ne va pas aller aider les gens si nous-mêmes, on ne sait pas d'abord aider. Donc, faire des programmes d'abord pour la formation de ce qu'on attend donner aux autres. Qu'est-ce qu'il nous faut comme capacité? Parce que telle est mon attitude, telle est mon aptitude, telle est mon altitude. Donc, quelles sont les attitudes que nous devons avoir? Quelles sont les aptitudes que nous devons développer et quelle attitude nous ciblons? Lorsque vous avez déjà mis ça, vous essayez maintenant de savoir quelle est la partie de la santé mentale parce qu'elle est tellement grande. Dans la santé mentale, il y a l'éducation et le traitement. Quelles sont les personnes qu'on veut soigner? Est-ce que c'est les filles violées? Quel est notre champ d'attaque? Parce que c'est tellement l'âge. Est-ce que c'est les filles violées? Est-ce que c'est les femmes qui n'assument pas leur mariage? Est-ce que c'est les jeunes adolescents sortant des familles traumatisées liées à la drogue, à l'alcool et au sexe? Ciblez votre bataille, sinon, ça sera de l'activisme sans rendement. D'accord. Et après avoir fait ce travail-là, confiez à l'Éternel Dieu Puissant pour qu'il nous donne des bonnes ondes. Afin qu'on reste positif dans tout ce que nous faisons. Amen. À mon humble avis, c'est ça, parce que je pense que c'est avec le temps qu'on va pouvoir savoir. Le temps est la valeur d'ajustement par excellence. Mais les formations pratiques avec des psychologues thérapeutes pour nourrir votre résilience, parce que c'est des travaux sur des êtres humains qui est la valeur la plus importante sur la Terre. Mais maintenant, être humain signifie qui? Et surtout, c'est l'Afrique, parce qu'il y a l'image qu'on veut montrer, il y a l'état dans lequel on est. Moi qui suis psychologue, je suis souvent étonnée de voir une dame très belle dans la société, mais lorsqu'elle vient en thérapie, je me rends compte que c'est un enfant de 5 ans que je dois faire monter.
et assumer. Donc, je pense qu'il est important d'abord de savoir à quoi vous vous attaquez. Quels sont les objectifs visés? Quels sont les outils qu'il nous faut? Parce que la santé mentale signifie travailler l'esprit. Et lorsqu'on a travaillé l'esprit, on a travaillé le développement durable. Parce que ce qui nous manque en Afrique, c'est que nous, les Africains, on n'a pas encore compris l'esprit de que les seules personnes qui vont développer l'Afrique, c'est nous-mêmes. Et ça commence dans nos maisons, dans l'éducation de nos enfants, dans la manière dont nous vivons dans nos quartiers. Donc, faire des petites sensibilisations, peut-être comme ça, dans des quartiers, sur la santé mentale, voire faire un recensement des enfants qui ont des problèmes, faire des publicités et ils vont s'enregistrer. Il y aura des ateliers de parole, des groupes de parole pour déjà mettre des mots sur leurs mots. Et maintenant, on pourra dire, on peut vous référer chez le docteur Mukosi, où vous avez peut-être 1 heure de communication avec elle. Et là, j'ai le temps de leur pomper ce qu'il faut. Mais on ne peut pas faire ça si nous-mêmes, d'abord, on n'a pas une résilience assez forte. Effectivement. Avant d'arriver au 6e étage, on passe par le rez-de-chaussée. Bon, c'est mon humble contribution, c'est ce que je pense. Merci beaucoup, docteur. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, dans notre, et on aura le temps, n'est-ce pas, de parler un peu humblement avec vous. Dans notre modèle clinique, justement, nous avons 3 volets qui est l'éducation, la prévention et puis l'accès même aux soins. Donc, et vous venez de toucher la dernière partie qui est vraiment l'apport, la santé comme un continuum. Donc, notre objectif, c'est de, après, n'est-ce pas, notre passage de la clinique, bien avant la clinique, vous avez l'aspect éducation, donc avec des événements comme ceux-ci, n'est-ce pas, pour parler, pour juste déjà sensibiliser les populations, introduire le sujet, mais comme vous avez dit, c'est pas des sujets sensibles. Donc, le côté continuum nous permet, n'est-ce pas, de créer ces alliances-là, ces partenariats avec des cliniques comme la vôtre, par exemple, où, n'est-ce pas, on peut référer, où est-ce qu'on peut. Donc, on est très contente à l'idée, n'est-ce pas, que vous soulignez ce problème-là parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi et on a hâte, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en tout cas, de parler encore plus de ça et de voir comment, n'est-ce pas, mais justement, même les formations et tout, nous sommes ravis. Donc, merci beaucoup. Je vais laisser Marie-André. C'est très important. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Mukosi. C'était un réel plaisir. Malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Personnellement, j'aurais poursuivi ce podcast jusqu'à je ne sais quelle heure parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à entendre. C'est juste magnifique, génial. Merci vraiment, vraiment. Là, j'ai l'obligation de respecter le temps dont nous dépendons un peu et de clôturer notre magnifique échange. Et encore au nom de la mission et de moi-même, je vous dis vraiment merci d'avoir été parmi nous, de nous avoir accordé ce moment, ce temps, d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on peut encore espérer vous avoir bientôt. En tout cas, j'en aurai le plaisir parce qu'à mon avis, il y a encore plein de choses à dire et on a vraiment besoin dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, merci à vous encore, merci à The Mission de nous permettre cela, de nous réunir autour d'un sujet hyper important. Merci pour votre savoir, pour tout ce qu'on a appris, pour vos échanges. Et on aura le plaisir vraiment de garder le contact pour d'autres plus belles aventures encore. Et je vais passer le micro au docteur Jocelyne Mandevou pour justement clôturer notre petite session d'échange. Merci encore du fond du cœur. Merci beaucoup, Marie-André. Merci vraiment, Dr. Mukosi. Je vais écho ce que les filles ont déjà dit et vraiment au nom de la mission, grand merci parce que je pense que cette discussion va faire beaucoup de bien à la communauté africaine et aussi notre communauté que nous avons en ligne. Je pense que ça va amener certains à se poser vraiment les questions par
par exemple, où est-ce que je commence et se poser les vraies questions dont ils ont vraiment besoin. Donc, vraiment, merci. Vous êtes comme une pépite que le Cameroun regorge. Donc, vraiment, ça m'a fait énormément du bien de vous écouter. Je vous attire à Abidjan un peu parce que je pense qu'on en aura besoin. Exactement. Je suis sûre que tout le monde va aimer cette discussion parce que vous avez dit vraiment les points vraiment qui sont concrets et pertinents. Donc, grand merci et vraiment, on espère vraiment des futures collaborations avec vous dans le futur. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée et beaucoup d'amour et de bienveillance envers nous-mêmes. C'est ça d'abord la clé de la santé mentale. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore. Bye. À bientôt. Bye. Merci.